Et c'est l'heure du top et flop, et comme à chaque fois, c'est toi qui ouvres le bal, Thomas, avec le top. Voilà, donc ouvrant la séquence avec un spoil magnifique de Valérie sur le début de l'émission, mais comme Valérie est visionnaire, au moins ça confirme qu'elle avait vu en avance ce dont je voulais parler, parce que c'est une actualité extrêmement fraîche. Ouais. C'est le vote à la quasi-unanimité au Sénat de la loi dite anti-fast fashion qui vise à réguler l'import massif de vêtements souvent de très mauvaise qualité sur le marché français, avec des conséquences en particulier sur nos filières industrielles qui sont déjà bien mises à mal, et en particulier sur des entrepreneurs qui essaient d'en recréer dans certains domaines du vêtement en particulier, et qui doivent faire face à une concurrence sur les prix qui est absolument intenable. Alors ce cas-là, il est intéressant. Bon, Valérie a refait un peu l'histoire. Moi, je voudrais apporter quelques éléments complémentaires que j'avais identifiés. Hein. On parle d'un vote qui a donc eu lieu le 10 juin. C'est pour ça qu'il est extrêmement récent et consécutif à un premier vote à l'Assemblée qui s'était déjà fait à la quasi-unanimité. On parle ici au Sénat de 338 personnes, de 338 sénateurs et sénatrices, pour lesquels 337 ont voté en faveur de cette loi qui va donc créer certaines mécaniques, pas tant pour venir empêcher des personnes de s'approprier, de s'acheter des vêtements, mais plutôt de créer les conditions pour qu'en France, on ne perde pas du savoir-faire, on ne détruise pas de l'emploi et on ne paye pas des conséquences a posteriori de modèles économiques qui sont globalement mortifères et qui, par ailleurs, souvent à l'autre bout du monde, ne respectent pas le quart des droits humains qui sont respectés dans notre pays. Confère le devoir de vigilance sur lequel on pourrait débattre un petit peu aussi. Alors je vais reprendre les mots de la directrice générale du mouvement Impact France, qui a été très actif sur cette séquence de plaidoyer, notamment sa coprésidente Julia Faure, qui elle-même a une entreprise engagée dans la mode. Elle s'enthousiasmait de cette décision le soir même, hein, puisque elle citait d'ailleurs David contre Goliath, comme l'a mentionné tout à l'heure Jordan, mais en disant que finalement, ce qui était très intéressant, c'est que le cadre proposé dans cette loi vise surtout à protéger les entreprises françaises. Donc on n'était pas tant sur un débat exclusivement écologique, Oui. il était surtout sur d'ailleurs ce qui sont souvent avancés comme des arguments massus, c'est-à-dire la protection de l'emploi et les filières en France, les entreprises en France. Et c'est sur cet angle-là peut-être qu'on a le plus gagné, puisque avec ce système de protection assez essentiel aux entreprises en France au XXIe siècle, en mettant en place des bonus-malus ciblés sur des questions environnementales, finalement je trouve qu'on a là un exemple de beaucoup de bon sens. On protège l'emploi, la santé des humains, la santé des sols et la santé des consommateurs. Voilà pourquoi je pense que c'est un exemple très intéressant d'un lobbying positif au service de l'intérêt collectif ou général, c'est selon Vincent. Et je m'adresse à vous désormais. Est-ce que vous avez d'autres exemples de réussite ? Moi, je voudrais partager le fait que je côtoie de plus en plus de DG d'entreprises qui s'engagent. En fait, qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? C'est être agile, c'est anticiper les besoins des consommateurs, les besoins de la société, en quelque sorte. Et si on veut investir, innover, pour l'instant, c'est la primo-vice d'un ancien monde. Et si on veut s'adapter aux nouvelles contraintes et anticiper, eh bien, quoi de mieux qu'un cadre qui libère l'investissement et l'innovation ? Finalement, pour retrouver la vocation initiale de l'économie, qui est l'allocation optimale des ressources. Pendant très longtemps, historiquement, ça a été le capital. Il fallait nourrir, il fallait faire plus, il fallait répondre aux besoins essentiels. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'allouer de la manière la plus efficace les ressources naturelles, qui sont rares et précieuses, et les ressources humaines, on l'a vu pendant le Covid, santé, d'éducation. Donc c'est ça le nouvel enjeu de l'économie. Et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ne demandent que ça. Et bonne nouvelle, ils peuvent effectivement devenir les super-héros de la prescription des lois, c'est-à-dire le cadre, non pas, comme on nous le raconte très souvent, des lois qui empêchent, etc., mais des lois qui, au contraire, libèrent, protègent. Un récent sondage de la Confédération des PME estime que la plupart des entreprises ne se sentent pas protégées, et on l'a bien vu, protégées par la concurrence déloyale. À ce jeu-là, Chine est ténue, évidemment, on ne gagne pas. Donc, il y a réellement un avantage comparatif à prendre les devants, à inspirer ces grandes lois cadres dont on a besoin pour sortir et réenclencher le cercle vertueux de l'économie au service de l'utilité, au service du bonheur, au service du vivant, pas destructeur mais régénératif, etc. Et ça, c'est synonyme de résilience. On l'a bien vu, les chiffres sont très clairs là-dessus, de bonne santé économique
de marque employeur pour identifier, sécuriser les bonnes, les meilleurs profils. Donc tout ça est très enthousiasmant, et c'est vrai que les PME, les ETI et une partie du monde des grandes entreprises commencent à se scinder. Il y a une fausse unité du monde de l'entreprise, en fait, qui est portée par, encore une fois, une poignée de quelques multinationales qui ne représentent pas les intérêts économiques français et européens, qui ont envie de jouer un rôle, et on est là pour eux, tous autour de la table. Jordan Vincent. Moi, j'ai fait un peu d'archéologie et je vais citer la campagne pour le Jubilé 2000 pour 3 raisons. La première, c'est que c'est une campagne mondiale. La deuxième, c'est qu'elle s'est faite sans les réseaux sociaux, puisque c'était en 1990-1989. Et la troisième, plus personnelle, parce que j'ai fait mon mémoire de sciences politiques dessus, et qui m'a donné l'envie de travailler dans le monde des ONG il y a 25 ans. Pour la rappeler rapidement, en fait, c'est une campagne qui est partie des églises pour demander l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Et en fait, ça a fait l'objet de pétitions qui ont recueilli, je crois, à ce jour, le plus grand nombre de signatures. C'est plusieurs millions de signataires, des manifestations géantes, jusqu'à 1 million de personnes qui ont fait des chaînes humaines, et ça a permis d'annuler plusieurs dizaines de milliards de dollars de la dette de pays très pauvres. Et c'est vrai que ça a été un peu la première grande campagne mondiale et qui est partie, comme je disais, des églises, mais qui a été reliée par énormément d'ONG altermondialistes et d'ONG notamment françaises. Et je trouve que c'est une assez belle réussite parce qu'elle s'est encore une fois faite sans l'existence des réseaux sociaux. Et ce qui signifie qu'on peut encore mener des campagnes d'envergure avec des effets sans forcément être dans le virtuel, mais aussi en étant sur le terrain. Mais ça implique d'avoir, et c'est peut-être ce qui est plus compliqué désormais, des associations ou en tout cas des institutions qui sont capables de mettre beaucoup de gens dans la rue. Et on sait que les formes d'engagement ont un peu migré de la rue au digital. Donc je ne sais pas si on pourrait faire aussi bien. Merci pour ce petit moment d'histoire, Vincent. Jordan. Moi, je vais insister sur le top de Thomas parce que c'est l'une des seules bonnes nouvelles sur les questions de la transition écologique de cette année. En tout cas, depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre. Il y a eu un recul sur la question des pesticides, un recul sur les ânes, un recul sur les ZFE. On vit un grand moment de backlash écologique, comme on dit. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir obtenu une victoire, le vote à au Sénat, sur la PPL Fast Fashion, alors même que le texte avait été diminué en commission développement durable, alors même, et ça a été rappelé par Valérie tout à l'heure, que Chine a dépensé des centaines de milliers d'euros. Les dépenses en affaires publiques de Chine et de Temu ont été multipliées par 200 au cours des dernières années. Eh bien, se mobiliser, les associations environnementales qui se sont mobilisées pour essayer de maintenir une version correcte du texte, c'est une victoire. C'est une victoire qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, depuis peut-être PFAS, mais je vais vous prendre un autre sujet qui est un peu moins connu et qui fait l'actualité là au cours des prochains jours. Il y a 3 ans maintenant, les associations environnementales et les associations économiques, il faut bien le dire, dans le cadre de la fédération professionnelle Réseau VRAC et Réemploi, se sont mobilisées auprès de la secrétaire d'État écologie qui s'appelait à l'époque Bérangère Couillard pour demander le retour de la consigne pour réemploi du verre. La consigne pour réemploi du verre, nos grands-parents la connaissent, c'est le laitier qui va rapporter la bouteille et à qui on remet la bouteille pour éviter le déchet, le recyclage. C'est du réemploi, tout simplement, c'est l'un des piliers de l'économie circulaire. Eh bien, le dispositif, ça a pris du temps, ça a été long, mais le dispositif expérimental du retour de la consigne du verre est déployé là le 12 juin, donc la semaine prochaine, cette semaine, dans une région. Ça va s'étendre à 5 régions, et donc voilà une mobilisation très concrète sur le terrain sur ces enjeux-là écologiques. On n'a plus beaucoup de temps pour passer au flop. Eh bien, nous allons nous ajuster, Alix, pas de problème. Je voulais évoquer, sans remonter jusque 1998-19, mais déjà 2018, ça paraît très loin depuis, c'est passé quelques grands bouleversements au niveau mondial, mais à l'époque, il y avait un projet de loi dit Egalim qui visait à améliorer les pratiques agricoles, à verdir les pratiques agricoles et à mieux gérer les flux de déchets générés notamment par la restauration.
Et une des cibles principales de ce projet de loi était en fait la restauration rapide, les fast-food. Alors tiens, vous devinez d'ailleurs que quand il y a fast devant quelque chose, en général, c'est qu'il y a un petit loup, puisqu'on avait le cas avec la fast fashion. Le sujet étant qu'à l'époque, ces chaînes de fast-food avaient œuvré de façon très discrète pour essayer de sortir du périmètre de ce projet de loi, notamment parce qu'il y avait un volet très important pour elles sur le modèle économique, c'était le sourcing de la viande au Brésil qui coûtait bien moins cher qu'en France et que ça allait sérieusement les impacter au-delà de contraintes supplémentaires par rapport notamment à tout ce qui est produits jetables. Alors depuis d'ailleurs il y a du chemin qui a été fait, mais à l'époque ce qui est intéressant et c'est pour ça que pour moi c'était un flop, c'est que toutes ces manœuvres qui avaient été initiées avaient été finalement assez mal perçues parce qu'elles avaient des répercussions assez négatives pour les consommateurs sur la qualité nutritive des aliments, sur le fait que les filières en France et au niveau agricole, et malheureusement ça s'est pas beaucoup amélioré, sont très négatives. On a des filières qui sont en grande souffrance, on le voit sur le lait, mais sur la viande c'est aussi le cas et les récents mouvements agricoles l'ont rappelé. Donc finalement je pense qu'elles ont un peu pâti d'une image négative en œuvrant de cette façon-là, alors que le projet de loi lui visait plutôt à protéger encore une fois les consommateurs. Et c'est peut-être d'ailleurs une des grandes conclusions aussi sur les exemples cités par Jordan, c'est qu'en fait derrière ces projets de loi qui se doivent d'être d'intérêt commun, d'intérêt collectif, il y a en fait la protection du consommateur, la protection de la santé des individus, la protection de la planète, et souvent les pots cassés de modèles mortifères se voient trop indirectement parce que par exemple les coûts de gestion de déchets des collectivités sont énormes, mais sont tellement dilués et à travers des factures qui ne le mentionnent pas toujours directement qu'on ne se rend pas bien compte du prix réel de ce que l'on achète. C'est pour ça que je trouve les exemples cités plutôt sur des réussites de bons signaux et j'espère qu'on en aura d'autres dans les mois qui viennent. Oui, Jordan. Peut-être pour compléter, effectivement 2018 mobilisation de McDo, 2020 échec de McDo dans le cadre de la loi AGEC. McDonald's s'était mobilisé dans le cadre de la loi AGEC, loi pour anti-gaspillage alimentaire, parce que la loi prévoyait d'imposer la vaisselle réutilisable et notamment les emballages réutilisables dans les restaurations rapides de plus de 20 places, tout ça est très technique, mais en gros dans les fast-foods. Eh bien McDo avait échoué, avait perdu, et la loi, l'article 66 avait été adopté. Un an ou deux plus tard, dans le cadre de cette fois-ci au niveau européen, et c'est comme ça, c'est intéressant de voir aussi que le lobbying se joue à plusieurs niveaux. La Commission européenne avait présenté son projet de règlement emballage et déchets d'emballage, qui proposait, inspiré par la réglementation française, exactement la même chose. Cette fois-ci, McDo ne s'est pas laissé faire, a dépensé des millions d'euros, a mené une campagne pendant un an jusqu'au métro bruxellois, c'est-à-dire dans les stations desquelles sortent les parlementaires, a été jusqu'à la veille du vote faire accrocher sur les bureaux des parlementaires et des eurodéputés des écriteaux comme ne pas déranger, vous savez, sur les hôtels avec un certain nombre de messages et d'argumentaires. Et là, cette fois-ci, eh bien, les parlementaires ont voté l'amendement qui supprimait cette proposition. En gros, ils ont gagné et probablement que celles et ceux qui nous écoutent, s'ils vont dans des fast-foods, probablement qu'ils verront voir la réintroduction assez rapidement de vaisselle réemployée. Voilà le flop pour compléter. Chers invités, rapidement, parce qu'on dépasse le timing, vous avez des exemples d'opérations moins réussies ? Le gros flop, je pense, qui est dans la tête de tous les lobbyistes, c'est le lobby du tabac. Puisque depuis les années 50, on savait très bien. On savait très bien que le tabac était cancérigène, sauf que l'industrie du tabac américaine, comme tu disais, a tout fait pour contrecarrer la science en achetant certains scientifiques. Et pendant 30 ou 40 ans, on n'a pas réussi à interdire la publicité sur le tabac, à limiter le tabac. Donc ça a mis 30 ou 40 ans. Et en l'occurrence, sur les sujets qui nous occupent notamment aujourd'hui sur l'environnement, on ne peut pas se permettre d'attendre 30 ou 40 ans. Donc il va falloir que les acteurs qui travaillent sur les biens communs et sur l'écologie soient beaucoup plus actifs et beaucoup plus percutants et beaucoup plus efficaces. Valérie, rapidement, pour clôturer cette séquence. Moi, je voudrais parler récemment de la loi Duplon, qui a été adoptée. C'est un scandale sanitaire, c'est un scandale. Elle réintroduit les néonicotinoïdes, c'est des insecticides extrêmement nocifs qui étaient interdits depuis des années. C'est un scandale démocratique parce qu'il y a une motion de rejet. Donc là, on tord la Constitution pour que la discussion n'ait pas lieu, pour que le millier d'amendements qui avaient été déposés ne soient même pas discutés au sein du Parlement. Donc c'est un scandale et ça ne favorise pas la confiance des citoyens envers à la fois les politiques et envers les entreprises.
alors que sur la question de la transition agricole et alimentaire, on a besoin d'autonomie. On a besoin, surtout toutes les PME et toutes les entreprises françaises qui font du local, qui produisent du bio, qui produisent d'origine français sur notre territoire, qui prennent soin de nos sols fertiles, de l'eau, etc. Mais c'est des emplois. C'est des emplois et surtout, on en a besoin pour notre santé et pour, encore une fois, avoir de l'eau potable et avoir des sols fertiles. Il y a un collectif d'industriels qui s'appelle En Vérité, qui a réussi à s'imposer, mais encore une fois, ce sont des entreprises structurées, organisées, et qui a obtenu gain de cause sur l'étiquetage pour réenclencher ce cercle vertueux. Donc, on est là face à un lobby. La loi Duplon, c'est un sénateur ancien de la FNSEA, qui en fait bloque tout entrepreneuriat, tout dynamisme économique au mépris de la santé et du maintien de nos conditions de survie. Donc c'est scandaleux. Merci à tous les trois. Il est temps de passer au débat.